La sclérose en plaques est une maladie de l'adulte jeune, touchant préférentiellement les femmes. En effet, sur 3 malades, 2 sont de sexe féminin. Elle se déclare généralement entre 25 et 35 ans. Elle concerne une personne sur 1000, 2 millions de malades dans le monde sont concernés par la CEP. C'est la première cause de handicap sévère, non traumatique, chez le jeune adulte. C'est une maladie neurodégénérative, auto-immune, qui affecte le système nerveux central. C'est-à-dire que notre propre système immunitaire, qui est censé nous défendre au quotidien contre les agressions multiples, telles que les virus ou encore les bactéries, va attaquer nos propres cellules. Et dans le cas de la sclérose en plaques, ce sont les cellules de Schwann qui vont être concernées. Ces cellules forment la gaine de myéline autour de nos nerfs. Cette gaine est essentielle pour que l'information neurologique soit transmise d'un neurone à un autre. On parle de la conduction saltatoire. En cas d'atteinte de la gaine de myéline, la communication entre certains neurones devient difficile, voire impossible. Dépourvus de leur gaine, les neurones vont en partie dégénérer, traduisant la présence du handicap. L'atteinte est souvent bien délimitée en imagerie. On parle de plaques de démyélinisation, d'où le nom de sclérose en plaques. La physiopathologie de la CEP est complexe, mais pour faire simple, nous avons généralement des poussées auto-immunes suivies de processus de reconstruction de la myéline, de façon partielle ou totale. Selon la présence des poussées, leur intensité, leur rythme, l'importance de la récupération après des épisodes aigus, plusieurs formes de la maladie peuvent être identifiées. Nous ne ferons ici que citer les grandes lignes des classifications. Retenez que dans la majorité des cas, il y a des poussées dans la sclérose en plaques, mais que certaines formes sont progressives, sans épisode aigu. La récupération, suite aux lésions, peut être partielle ou totale. Les patients peuvent très bien passer d'une forme avec poussée à une forme progressive. Je vous mets à l'écran l'une des dernières classifications pour vous donner un aperçu de la complexité des différentes formes de la sclérose en plaques. Quelles sont les causes de la CEP? La sclérose en plaques est une maladie aux causes multifactorielles, dont beaucoup de facteurs restent inconnus à ce jour. Il y a la mise en jeu de facteurs génétiques, avec souvent des prédispositions familiales, mais également des facteurs environnementaux, tels que l'exposition au virus Epstein-Barr, qui est le virus de la mononucléose. L'ensoleillement et la concentration de vitamine D semblent également jouer un rôle, tout comme l'hygiène de vie. Quels sont les symptômes? Les symptômes peuvent être très différents d'un individu à un autre, car ils sont en grande partie dépendants de la zone du système nerveux qui est atteint. Sachant que l'ensemble de ce système peut être concerné, par exemple le nerf optique, la substance blanche hémisphérique, la moelle épinière, le tronc cérébral ou encore le cervelet. De là, de nombreux symptômes sont possibles. Il y a les troubles de la vision d'apparition brutale, les troubles moteurs comme une paralysie ou une faiblesse motrice, des troubles de la coordination, de l'équilibre. Des perturbations sensitives peuvent également être présentes comme des fourmillements, des picotements ou encore des engourdissements. Et enfin, il y a les troubles sphinctériens qui peuvent se traduire par des incontinences urinaires, des troubles sexuels, etc. Quel est le diagnostic et le traitement de la sclérose en plaques? Généralement, le patient consulte pour un des symptômes que nous avons précédemment évoqués, la plupart du temps d'apparition rapide et brutale. Les imageries médicales telles que l'IRM mettront en évidence des lésions focales de la substance blanche en forme de plaques qui sont assez caractéristiques de la maladie. D'autres examens confirmeront le diagnostic tels que l'étude du liquide céphalorachidien après la ponction lombaire. Concernant la stratégie thérapeutique, il faut différencier deux types de traitements, celui de la poussée et le traitement de fond. Concernant la poussée, il est généralement administré aux patients des corticoïdes à forte dose pour accélérer la récupération. En traitement de fond, il y a par exemple les immunomodulateurs ou encore les immunosuppresseurs. L'objectif est d'agir sur le système immunitaire afin de diminuer le nombre et l'intensité des poussées
et donc de limiter autant que possible le handicap. Il y a bien entendu les traitements antalgiques contre la douleur, il y a également la rééducation qui vise à entretenir les capacités du patient et à retarder le handicap. Elle se compose par exemple d'étirements pour lutter contre les raideurs et la spasticité musculaire, de renforcement musculaire pour augmenter la stabilité, faciliter les compensations, etc. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.